Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus au sommaire de cette édition. L'Amérique latine a un tournant. Le sommet ibéro-américain se tenait cette semaine au Mexique. La région est priée par le FMI d'accélérer l'intégration économique sous peine de retarder son développement. La pauvreté est certes en recul dans le sous-continent, mais les inégalités s'accroissent. Quels atouts pour cette zone? Analyse dans un instant. Et puis cette fois, le virage est clair. Après les sanctions de l'Occident, la Russie mise clairement sur l'Asie. Après la Chine et le pétrole, c'est en Inde que Vladimir Poutine espère trouver des relais à l'export. Sa visite cette semaine portait sur 3 axes, le gaz, le nucléaire et les diamants, auxquels on s'intéressera dans le détail en fin d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour du monde avant tout cela, de l'actu économique et la France pour débuter. Présentation en grande pompe hier à l'Elysée du projet de loi Macron, censé libérer l'activité et la croissance dans l'Hexagone. Alors beaucoup d'annonces, baisse des tarifs des notaires, libéralisation des transports en autocar, soutien aussi aux start-up et surtout l'ouverture élargie des commerces le dimanche. Face aux critiques des syndicats et même de l'aile gauche du PS, le ministre de l'économie affirme qu'il s'agit d'une vraie loi de gauche et il est soutenu par le Premier ministre Manuel Valls. Je crois qu'un texte de loi qui permet, là où c'est utile, de manière très pragmatique, au plus près du terrain, d'ouvrir le dimanche, parce que ça permettra à des Françaises et des Français qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'argent pour vivre et pour profiter d'une société qui doit aussi être une société de loisirs et de la famille, et nous ne revenons en rien là-dessus, c'est une bonne chose et c'est une avancée sociale. Tout le monde doit accepter de changer ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui pénalise l'activité et donc l'emploi, même si cela peut bouleverser des habitudes, des intérêts particuliers ou des corporatismes. Et toujours pour la France, notez que l'inflation a encore ralenti en novembre, 0,3% contre 0,5% en octobre. La déflation se rapproche. Au Japon, il joue peut-être son avenir politique. Shinzo Abe, le chef du gouvernement, avait tout misé sur les Abenomics, programme intensif de relance pour l'économie nippone. Mais on le sait, après bientôt 2 ans, les effets escomptés, croissance et inflation notamment, tardent à se manifester, puisque Tokyo est en récession au 3e trimestre et l'inflation, 0,9% en octobre, reste loin des objectifs de la Banque centrale. Du coup, dimanche, ce sont les électeurs japonais qui trancheront. Les législatives anticipées sont présentées par le Premier ministre comme un référendum sur sa stratégie économique. Le Japon tente de sortir de 15 années de déflation. Nous ne pouvons pas manquer cette chance. J'ai décidé de retarder la prochaine hausse de la TVA. Nous utiliserons les Abenomics pour augmenter les emplois et les revenus et revitaliser nos campagnes, tout en améliorant le niveau de vie de nos citoyens. C'est l'unique voie pour une reprise économique. Voilà, et pendant ce temps, non loin de là, la Corée du Sud a organisé à Busan un sommet spécial en compagnie des 10 pays membres de l'ASEAN, l'association de l'Asie du Sud-Est. 2 jours d'entretien et un objectif, préparer l'avenir de la coopération entre Séoul et l'ASEAN. Depuis 2006, un accord de libre-échange existe entre les deux parties et le volume d'échanges commerciaux a doublé en 8 ans, 130 milliards de dollars l'an dernier. Les partenaires veulent aujourd'hui transformer ces bons chiffres en réel développement économique pour l'Asie du Sud-Est. Et on écoute le président birman. J'exhorte une fois de plus les chefs d'entreprise ici présents à utiliser les progrès réalisés en matière de libre-échange comme une opportunité efficace et à faire des efforts en faveur d'un développement économique régional. Voilà, propos tenus devant un parterre d'environ 600 hommes d'affaires. Allez, autre chose, l'Australie à la rescousse de l'Ukraine. Face à la précarité de Kiev en matière de fourniture énergétique, Canberra envisage d'exporter du charbon et de l'uranium au profit de l'Ukraine. Une alternative essentielle aux livraisons russes. C'était l'objet de la rencontre hier à Melbourne, vous le voyez, entre le président ukrainien Poroshenko et le Premier ministre australien Tony Abbott. L'Australie est une superpuissance énergétique et la sécurité énergétique est très importante pour l'Ukraine, en particulier compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Nous devons être en mesure de l'assurer, ce qui en outre fournira emploi et prospérité pour l'Australie comme pour l'Ukraine. Ouais, l'Australie, premier exportateur mondial de charbon, 1/3 du total mondial, numéro 2 mondial pour l'uranium. Aux États-Unis, la fin peut-être du cauchemar pour la ville de Détroit. Elle est officiellement sortie hier de la faillite. Une faillite déclarée en juillet 2013 en raison d'une dette colossale, 18 milliards de dollars. La mise en place d'un régime drastique a permis d'en éliminer 7 milliards. L'ancienne cité industrielle espère aujourd'hui profiter de ce nouveau départ.
Nous sommes heureux d'annoncer que la ville de Détroit sortira ce soir, au moment où j'irai au lit, de la faillite. Nous allons sortir de la banqueroute et nous nous réjouissons de ce nouveau départ pour la ville. Et puis ces annonces apocalyptiques, celles du groupe Saxo Bank. Dans ses prévisions choc pour 2015, on trouve le risque d'une éruption explosive du volcan Bardarbunga en Islande, la même qui avait recouvert l'Europe d'un nuage toxique du dioxyde de soufre en 1783. À la clé, chute de la production de céréales, pénurie de pain en France et 6 ans plus tard, la révolution. Alors pour l'heure, l'éruption constatée sur place est considérée comme contenue. Et direction les marchés financiers pour prendre le pouls avec Eric Lewin d'une semaine qui a connu tout de même quelques rebondissements et en Europe notamment avec le retour des inquiétudes concernant la Grèce. Bonjour Eric, quels sont les dangers qui guettent en ce moment les marchés ? Oui, 3 dangers en fait guettent les marchés financiers actuellement. Le premier danger, c'est bien sûr le prix du pétrole qui ne cesse de baisser, qui affecte l'ensemble des valeurs pétrolières et parapétrolières. Il faut savoir qu'en dessous de $65 le baril, il y a de 5 à 15% des champs pétrolifères, notamment aux États-Unis, qui ne sont plus rentables. Cela pèse également sur un pays comme la Russie, qui tire une grande partie de ses ressources des hydrocarbures. L'autre danger, bien sûr, c'est la situation en Grèce. Avec une élection présidentielle à haut risque pour le Premier ministre, il faut savoir que s'il n'y a pas de majorité et s'il n'y a pas de président d'ici la fin de l'année, on ira vers des élections législatives et sans doute avec une victoire du parti d'extrême gauche, ce qui veut dire que toutes les réformes pourraient être remises en cause pour un pays qui souffre actuellement. Certes, il y a eu une croissance au 3e trimestre, mais en 5 ans, le pays a vu son PIB baisser de 25% ou encore le chômage passer de 9% à 27%. Et puis le troisième danger, c'est bien sûr la réunion de la Fed qui a lieu la semaine prochaine, le 17 décembre très précisément, avec sans doute un changement de ton de la part de la Réserve fédérale américaine vers une hausse des taux au premier semestre 2015. Pour l'instant, les marchés sont assez inquiets et se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. On est vraiment entré pour cette fin d'année dans l'ère de la volatilité. Attention donc, parce que ça va vraiment dans tous les sens actuellement, il faut être extrêmement prudent. L'intégration régionale était au menu du 24e sommet ibéro-américain cette semaine au Mexique. L'Amérique latine ne veut pas rater le train d'une éventuelle reprise économique mondiale. Alors le potentiel est là pour des accords de libre-échange, de coopération, mais comment expliquer la forte croissance des inégalités dans la région ? Avant d'en parler avec un expert, on garde ce dossier d'Anthony Lesme. L'Amérique latine continue d'être le continent le plus inégalitaire au monde. Le président colombien rappelle cette triste vérité. Si plus de 30 millions d'Américains du Sud sont sortis de la pauvreté en 10 ans, les écarts entre riches et pauvres sont toujours aussi importants. Quand en Europe, l'écart de richesse va de 1 à 5, en Colombie, il est de 1 à 49, au Brésil, de 1 à 100. Une des façons de réduire cette inégalité est de retrouver un taux de croissance plus élevé. Mais nous devons nous concentrer sur les problèmes qui permettront d'obtenir plus de croissance avec plus d'égalité. La seule façon de le faire sur le long terme est de privilégier l'éducation et l'innovation. Le sous-continent souffre d'un manque de compétences. Une firme latino-américaine a 3 fois plus de mal à trouver les profils recherchés qu'une entreprise similaire en Asie du Sud. Et 13 fois plus de mal qu'une entreprise en Asie-Pacifique. Réduire ces écarts, encourager la croissance, trouver des synergies, c'est l'objectif de ce 24e sommet ibéro-américain organisé à Veracruz au Mexique. Un sommet marqué notamment par les absences du Brésil, de l'Argentine et de Cuba. La division du continent est aussi un frein pour son développement. C'est en tout cas l'avis du FMI. Il existe trop de systèmes, de préférences, de barrières tarifaires et non tarifaires qui sont destinés à être éliminés. Je pense donc que les décideurs politiques devraient réévaluer leur approche du commerce. Ils doivent créer de nouvelles façons d'intégrer la région dans les chaînes de valeur mondiale. En Amérique du Sud, les alliances commerciales sont un véritable plat de spaghettis, a rajouté Christine Lagarde. Il faut dire qu'elles sont nombreuses. Près d'une dizaine, dont le Mercosur, dominé par le Brésil et l'Argentine, l'ALBA par la Bolivie ou le CARICOM par Cuba. Comme un pied de nez, Raúl Castro organisait un sommet avec 17 pays des Caraïbes la veille de la rencontre de Veracruz. C'est un bon moment pour rappeler que malgré les difficultés économiques et les changements que nous faisons afin de parfaire notre modèle social et économique, nous maintiendrons notre engagement à coopérer et à partager nos réalisations modestes avec nos frères des Caraïbes.
Reste que l'inquiétude domine, car la croissance en 2014 pour l'Amérique du Sud ne sera que de 1,1% selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La population vulnérable, dont les revenus sont estimés entre 4 et 10 $ par jour, a augmenté, en passant de 35% en 2000 à 38% en 2012. Si le continent ne trouve pas de nouvelles voies de croissance, des millions de personnes pourraient vivre à nouveau en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, toujours cette problématique des inégalités qu'on retrouve donc aux quatre coins de la planète, y compris en Amérique latine. Alors quelles solutions et quels atouts pour cette région? On en parle avec Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le sujet, c'est la voie de l'intégration régionale qui semble être érigée en priorité par le FMI, mais aussi par les États eux-mêmes en Amérique latine. Oui, absolument. L'intégration régionale en Amérique latine est à la fois une longue histoire et une histoire qui s'est accélérée, approfondie depuis le milieu des années 2000 avec la création de 3 initiatives inédites. La première étant l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, fondée par Cuba et le Venezuela en 2004, qui a permis ensuite la naissance, ou qui a influé en tout cas pour la naissance de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui regroupe les 12 pays du cône sud. Et enfin la CELAC, la dernière, la communauté des États latino-américains et caribéens, qui a été fondée par la déclaration de Caracas en 2011 et qui regroupe, elle, 33 pays avec l'objectif d'affermir l'indépendance, la souveraineté et la coopération économique et commerciale toujours plus étroite. Qu'est-ce qui retarde selon vous ce décollage de ce sous-continent? On a parlé tout à l'heure du niveau de compétence, de l'éducation. Ça passe par là? Oh, ça passe bien sûr par là, l'éducation, le niveau de compétence. Ça passe aussi sur un renforcement des institutions étatiques de ces pays-là, des programmes de lutte contre certains fléaux qui sont malheureusement l'héritage d'une période des années 80-90 en particulier, qui a beaucoup accéléré la paupérisation, les inégalités sociales dans cette région, mais aussi des phénomènes de corruption qui sont toujours récurrents. Donc il y a quand même beaucoup de défis aujourd'hui auxquels les pays latino-américains doivent se confronter et auxquels ils se confrontent justement via la mise en place de ces nouvelles formes d'intégration régionale qui poursuit des objectifs, disons, assez nouveaux par rapport à ceux qui avaient cours avant, disons, les changements, le basculement politique américain qui date du début des années 2000, de la fin des 90 même. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action des États-Unis? Il faut se réjouir de la volonté du président Obama de revenir dans cette région, d'après vous? Écoutez, je crois que le président Obama, il revient sur un peu de manière, je dirais, beaucoup plus modeste et humble que son prédécesseur, puisque les États-Unis ont quand même perdu beaucoup de terrain en Amérique latine, justement dans ces années 2000. On se rappellera en particulier de l'échec, de la mise en échec de leur grand projet d'alors qui s'appelait la zone de libre-échange des Amériques, qui avait été négociée depuis 1994 et qui a été mise en échec en 2005 par le président Lula brésilien, Hugo Chavez au Venezuela, Néstor Kirchner en Argentine à l'époque, etc., qui justement ont refusé ce type d'intégration de l'Amérique latine, arrimée aux États-Unis par le biais d'accords de libre-échange pour construire autre chose. Et donc aujourd'hui, je crois que Barack Obama prend acte du rapport de force qui a changé en Amérique latine et aussi en tant que président affaibli d'États-Unis qui aujourd'hui voit leur hégémonie en déclin relatif et une région qu'ils ont dû un peu abandonner alors qu'ils étaient embourbés en Irak et en Afghanistan ces dernières années. Merci beaucoup Christophe Ventura de l'IRIS donc pour ces explications. Et on se tourne à présent vers l'Inde. Vladimir Poutine, le président russe, y était en visite cette semaine. Nucléaire, gaz naturel, des contrats majeurs ont été conclus. Autre secteur, les diamants. Moscou et New Delhi sont des acteurs majeurs de cette industrie. Mais jusqu'ici, la production russe abondante peinait à atterrir dans les ateliers de transformation indiens. Mais aujourd'hui, les deux pays veulent tirer profit d'une plus large coopération. Johanna Citruc. Une visite de 2 jours. Mercredi, Vladimir Poutine est arrivé à New Delhi. Officiellement, l'objectif est de signer différents accords dans le domaine du nucléaire et du gaz naturel. Mais ce déplacement est aussi d'une grande importance pour l'industrie diamantaire indienne. Ce jeudi, le président russe doit assister à la World Diamond Conference, un congrès pour promouvoir Bombay comme place majeure du commerce de diamants. Lors de la visite de M. Poutine, nous aimerions avoir de bonnes nouvelles de la Russie, du groupe minier public Alrosa. Nous aimerions qu'il donne davantage de contrats à long terme aux entreprises indiennes pour que les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie puissent se renforcer. Ce serait une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, pour l'ensemble de l'industrie indienne, de la joaillerie et des pierres précieuses. Moscou est en effet le premier producteur mondial de diamants, alors que de son côté,
New Delhi excelle dans la taille et le polissage de cette pierre. Et pourtant, sur les 4 milliards de dollars de diamants bruts exportés chaque année par la Russie, seuls 800 millions vont en direction de l'Inde. Les deux pays devraient donc trouver un terrain d'entente, de quoi booster leurs relations bilatérales, mais aussi relancer la bourse indienne du diamant, qui n'a toujours pas décollé depuis son inauguration il y a 4 ans. Au cours des 18 derniers mois, la demande a été lente. La demande a été faible avec le ralentissement de toutes les économies. La rentabilité a baissé et les liquidités sont difficiles à trouver. Et c'est ce qui pose problème dans l'industrie. Si la Russie vend peu de diamants directement à l'Inde, c'est à cause d'obstacles à la fois bureaucratiques et fiscaux. Moscou préfère généralement passer par des intermédiaires comme la Belgique ou les Émirats arabes unis. Mais entre les sanctions occidentales qui étouffent l'économie russe et les efforts de New Delhi pour attirer les investisseurs et les groupes miniers étrangers, la donne pourrait bientôt changer. Voilà une convergence d'intérêts qui tombe à pic. Et c'est tout pour cette édition d'Économie Le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.